Tendance première. 10h, 11h30. On a quand même tous oublié ces bonnes résolutions qui étaient de dire on va manger mieux, on va manger moins, et on y arrive au 1er février. Ah, demain c'est la Chandeleur, on va manger des crêpes, on va donc consommer du sucre et on va essayer de s'y retrouver parce que l'information autour du sucre aujourd'hui n'est pas toujours très rose et parfois peut même être un peu alarmante. Alors qu'il y a des choses simples finalement à mettre en place et on va commencer par expliquer ce qu'est ce fameux index glycémique dont on nous parle tout le temps aujourd'hui. Vous ne pouvez plus ouvrir un réseau social quelconque ou regarder des vidéos, que ce soit sur TikTok, Instagram ou autre, sans avoir à un moment donné quelqu'un qui vous conseille de surveiller votre index glycémique. De quoi parle-t-on ? Eh bien, j'ai été rechercher un extrait d'une petite vidéo réalisée par la par la Fondation contre le diabète en France, qui explique tout cela très bien. Et je vous propose d'aller la retrouver éventuellement sur leur site de la Fondation contre le diabète. Si vous voulez la voir en entier, voici un petit extrait. Tous les aliments qui contiennent des glucides provoquent une augmentation de la glycémie, mais pas tous de la même manière. L'index glycémique est un bon outil pour comparer ces aliments entre eux. L'index glycémique est une valeur attribuée à un aliment qui contient des glucides. Il permet d'évaluer l'influence de cet aliment sur la glycémie par rapport à un élément de référence, le glucose. Cette valeur est comprise entre 0 et 100. Ainsi, un aliment qui influence fortement la glycémie se verra attribuer une valeur élevée. Les aliments sont classés dans 3 catégories, index glycémique faible, moyen ou élevé en fonction de leur impact sur la glycémie. Les fruits, les légumineuses et les produits laitiers non sucrés ont un index glycémique faible. Les pâtes, riz et semoules ont un index glycémique moyen. Le pain blanc, les limonades, céréales petit déjeuner ou miel ont quant à eux un index glycémique élevé. Cette classification remplace avantageusement la notion de sucre lent et sucre rapide qui n'est pas correcte. En effet, le pain blanc a par exemple longtemps été qualifié de sucre lent et tous les types de pain étaient alors inclus dans cette catégorie. Or, le pain blanc se voit attribuer un index glycémique qui varie entre 60 et 80 selon qu'il soit blanc ou complet. Son impact sur la glycémie peut donc être très élevé. L'index glycémique, c'est vrai qu'on en entend parler tout le temps aujourd'hui, Myriam. C'est vrai. Bonjour Véronique. Bonjour Myriam, bienvenue. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Je suis ravie d'être là à nouveau. Je te rappelle que vous êtes coach en nutrition, certifié en nutrithérapie, et qu'on va justement essayer d'avoir un petit peu une information évidemment sur cette glycémie, un peu comment la régler, et surtout comment se faire plaisir, parce que ça c'est un de vos credos aussi. Tout à fait. Le plaisir dans l'alimentation. Tout à fait. Et donc cet index. Donc cet index glycémique, c'est une notion dont on parle vraiment depuis Montignac, depuis les années 80. Il nous donne une idée de la rapidité avec laquelle un aliment va élever notre glycémie. Alors c'est vrai que c'est une notion importante et intéressante, mais lorsqu'on mange, Véronique, on ne mange pas juste un seul aliment. On ne va pas juste manger du pain ou du houmous ou une carotte ou un gâteau au chocolat. Donc aujourd'hui, la nutrition est une science en pleine évolution et on a des nouvelles informations qui nous apprennent que finalement la charge glycémique totale d'un repas est une notion importante. C'est sûr que plus un repas dans sa globalité va élever notre taux de sucre sanguin, plus il va appeler l'insuline et donc provoquer plus ou moins de stockage ou de satiété. Maintenant, nous avons une jeune biochimiste, chercheuse en nutrition qui s'appelle Jessie Inchauspé et qui a vendu un best-seller dans le monde qui s'appelle Glucose Révolution et qui, suite à des petites expériences empiriques avec un capteur de glucose qu'elle a mis derrière son bras, nous apprend de nouvelles informations et qui sont des bonnes nouvelles pour tout le monde, qui ne mettent plus juste l'index glycémique au cœur de notre réflexion lorsqu'on veut manger quelque chose, mais il existe aujourd'hui, il a été prouvé qu'il existe plein de bonnes pratiques qui vont nous permettre de ne pas provoquer ces fameux pics de glycémie, cette glycémie qui fait les montagnes russes toute la journée et vraiment délétère pour notre santé physique et psychique. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous livrer ces nouvelles informations. Ça veut dire que on a beaucoup pendant des années entendu parler de ces aliments à index glycémique faible qu'il fallait favoriser. Oui. Ce qu'elle nous appelle et ce que vous allez nous appeler à faire, c'est plutôt à penser charge glycémique, parce que comme vous l'avez dit, on ne mange pas qu'un aliment en général, c'est une association. Tout à fait. Et qu'elle a découvert que parfois il y a des associations qui sont favorables et puis d'autres qui ne le sont pas, alors qu'on parle du même aliment à la base. Tout à fait. Donc déjà, la charge glycémique,
glycémique, c'est non seulement l'impact global, mais c'est aussi la quantité. Si on va manger une bouchée de pain ou si on va manger 10 tranches de pain, ça va pas être pareil. Donc, ça, c'est vraiment une chose. Maintenant, aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques et la première est de déconstruire son repas. Aujourd'hui, si vous achetez un sandwich, imaginons du pain avec des crudités et puis de la salade de thon, par exemple, eh bien, le fait de déconstruire son sandwich et de commencer par manger les crudités, passer ensuite aux protéines et aux graisses. Et terminer, donc on mange d'abord la salade, les tomates, et puis le thon avec la mayonnaise, et à la fin, on mange le pain. Eh bien, il a été prouvé que cet ordre-là va avoir un effet très intéressant et très important sur la glycémie. Notre taux de sucre sanguin va beaucoup moins s'élever lorsqu'on commence par consommer des fibres, principalement des légumes, ou des légumineuses, lentilles, haricots secs, pois chiches. Ensuite, on passe aux protéines et aux graisses, qui, elles aussi, ont un index glycémique faible. Et on termine par les glucides, que ce soit du pain ou le fameux gâteau au chocolat qui nous attend au frigo et dont on se demande quand est-ce qu'on va bien pouvoir le manger. Alors, il est toujours plus intéressant de le manger à la fin d'un repas qu'on a commencé avec des légumes, qu'on a continué avec des protéines, plutôt que de le manger de manière isolée. Ça veut dire quoi ? Par exemple, je reprends le sandwich. Oui. La différence entre manger mon sandwich comme ça dans mon pain et le fait de déconstruire fait en sorte que quoi ? Mon organisme réagit différemment, il s'emballe moins. Voilà, alors lorsqu'on commence par manger des légumes, les fibres vont créer, si vous voulez, un gel visqueux dans l'intestin qui va déjà les fibres vont ralentir la vidange gastrique dans l'estomac et ensuite ils vont créer un gel visqueux dans l'intestin qui va vraiment empêcher le glucose de passer trop rapidement. Ça, c'est une première chose. D'accord. Ensuite, viennent s'ajouter dans cet entonnoir, si vous voulez, que notre système digestif, les protéines et les graisses, qui elles aussi vont être digérées lentement et vont venir freiner. Une fois que le sucre arrive, une fois que le pain, que le gâteau au chocolat arrive, vont venir vraiment freiner l'assimilation du glucose. Et donc, on a remarqué qu'on peut abaisser la glycémie d'à peu près 30 à 40% en consommant les aliments dans le bon ordre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de faire passer à la trappe ni les glucides, ni le petit dessert, mais l'idée est vraiment de les manger dans le bon ordre et faites l'expérience. Moi, il faut un temps de repos entre, par exemple, les légumes et pas le forcément. thon pour prendre le même... Ah non, pas forcément. On peut vraiment le faire, aller dans... Mais alors, du coup, ça se trouve, on arrive au pain, on n'a plus faim. Ou on a beaucoup moins faim. Ce serait une bonne nouvelle, déjà. Ça nous permet en fait de mettre les bons aliments en avant. Ouais. Et on dit souvent qu'un bon aliment en chasse un autre. Et donc plus on va manger des légumes, et puis ensuite on passe aux protéines, etc., aux bonnes graisses, eh bien c'est vrai qu'on laisse moins de place pour les glucides et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on décompose. On décompose. Avec le sandwich, ça c'est un premier conseil. Quand on fait chez soi, ça va. Et je reste un peu sur l'exemple du sandwich. Oui. Quand vous commandez un sandwich, c'est un peu plus compliqué de dire vous mettez tous les aliments par. Je ferai mes papotes moi-même. Oui. Mais du coup, on peut le préparer chez soi et se faire un petit... Tout à fait. Alors ça, c'est un conseil, Véronique, il y en a d'autres. Oui. Le deuxième, c'est, si vous voulez, d'habiller les glucides avec des fibres, des bonnes graisses et des protéines. Oui. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez envie de manger des pâtes, oui, pourquoi pas, les pâtes composées d'amidon, donc une chaîne... De glucose, eh bien, on va y ajouter des fibres, donc des légumes. On va y ajouter des bonnes graisses, de l'huile d'olive, par exemple, et pourquoi pas des protéines. On peut y ajouter de la viande ou autre. Et de cette manière-là, l'impact de cette assiette de pâtes habillée, ces glucides sont habillés, on va avoir un impact beaucoup moins important sur la glycémie. Notre taux de sucre sanguin va s'élever beaucoup moins que si on mange tout simplement une assiette de pâtes blanches sans rien du tout. Et là, on n'a pas besoin de décomposer. On n'a pas forcément besoin de décomposer. Décomposer est une façon de faire. Une autre façon de faire, qui est peut-être un tout petit peu moins efficace au niveau de la montée de la glycémie, est d'habiller les glucides. Et alors, évidemment, si on va mettre des protéines, des bonnes graisses et des légumes, on va peut-être aussi mettre un peu moins de pâtes et ça va avoir un effet encore plus intéressant. Donc, on reste finalement dans des choses assez simples. C'est assez simple. Et gourmandes. Tout à fait. Et donc, il y a énormément de témoignages de personnes qui ont testé cela et
qui ont, avec des petites choses très faciles, énormément perdu de poids. Je vais donner l'exemple d'un monsieur, un Mexicain, qui était en prédiabète, diabète de type 2, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est dans un état de résistance à l'insuline. Il fait des pics de glucose, son corps produit de l'insuline, mais à un moment donné, les cellules ne l'acceptent pas. Parce qu'elles sont enflammées, les membranes des cellules sont enflammées, l'insuline ne peut plus rentrer. Et donc, l'insuline étant une hormone anabolisante, il va stocker du gras, il va prendre du poids. Et en plus, son taux de sucre sanguin va continuer à stagner. Et le taux de sucre sanguin qui stagne, Véronique, c'est de l'inflammation. C'est de la glycation, on vieillit, on caramélise l'intérieur, nos organes vieillissent prématurément. Et voilà, c'est énormément de méfaits. C'est une altération de l'ADN à cause du stress oxydatif. Et donc, ce monsieur, à un moment donné, il s'est dit, je vais tester. Et avant de faire n'importe quel repas, je vais manger une assiette de brocoli. Et donc, il a mangé une assiette de brocoli avant lequel de ses repas, avant d'aller au resto ou d'aller chez ses amis. Eh bien, il a perdu 7-8 kilos comme ça. Et il a rajouté une autre bonne pratique que je vous délivre maintenant, c'est le fait de bouger après le repas. Il faut savoir que le fait de marcher après avoir mangé, ne serait-ce que 10 minutes, va faire chuter notre taux de sucre sanguin. Et lorsqu'on fait chuter en partie le taux de sucre sanguin, on produit moins d'insuline, on stocke moins. Et voilà. Et la raison est simple, nos muscles sont des très grands consommateurs de glucose. Et le fait de les mettre en action, que ce soit en marchant 10-20 minutes ou même en faisant quelques squats devant la télé après avoir mangé, va nous permettre de faire chuter la glycémie. On va revenir évidemment sur ces conseils et voir un peu comment on peut organiser du coup ses repas, sa journée et autres. Ce sera juste après une page de pub. Tendance première. On a parlé dans le début de l'émission et en introduction du fait qu'aujourd'hui, on vous parle aussi beaucoup de la consommation du sucre et de ses liens potentiels avec des maladies comme le cancer. Des recherches sont en cours et on a voulu justement faire un petit peu le point parce que les messages sont parfois un peu alarmants lorsqu'ils ne sont pas forcément non plus analysés. Alors, on s'est tourné vers le site de l'INRAE sur lequel on a retrouvé notamment des interviews de chercheuses en épidémiologie nutritionnelle, l'EREN. Et on va retrouver Mathilde Touvier et Charlotte Debras qui font justement le point pour l'INRA sur ces recherches. Les sucres simples consommés en excès peuvent avoir des effets négatifs sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'un apport trop élevé peut augmenter le risque de carie dentaire, de surpoids et d'obésité et serait également associé à une augmentation du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. À l'heure actuelle, le lien direct entre la consommation de sucre simple et le risque de cancer n'est pas encore établi avec certitude, mais des travaux de recherche sont en cours. Certaines hypothèses soutiennent que le rôle des sucres simples dans l'apparition de certains cancers passerait par la prise de poids, le surpoids et l'obésité étant des facteurs de risque connus pour différents cancers. Mais d'autres mécanismes pourraient également intervenir, même en l'absence de prise de poids. En effet, avoir une alimentation riche en sucre simple induit une production d'insuline importante, l'hormone régulatrice de la glycémie. Or, l'insuline est un agent qui est dit mitogène, c'est-à-dire qu'il peut favoriser la prolifération des cellules tumorales. Plusieurs études se sont intéressées au lien entre l'apport en sucre ou la charge glycémique et le risque de cancer. Alors, la charge glycémique correspond à l'impact d'un aliment sur le taux de sucre dans le sang en fonction de la portion ingérée. Il a été établi dans le dernier rapport conjoint du WCRF et de l'AICR, publié en 2018, qu'une charge glycémique de l'alimentation élevée est un facteur de risque probable pour le cancer de l'endomètre. Alors, d'autres études ont montré que des niveaux de preuve élevés ont pu être établis entre la consommation de boissons sucrées, source importante de sucre simple, et l'augmentation du risque de surpoids et d'obésité, eux-mêmes facteurs de risque de différents cancers, comme le cancer de l'œsophage, du pancréas, du foie, du sein après la ménopause, de l'endomètre, du rein et du cancer colorectal. Enfin, au sein de la cohorte Nutrinet Santé, donc sur plus de 100 000 personnes, nous avons observé des associations entre consommation de sucre simple, boissons et produits sucrés et de la charge glycémique et un risque accru de cancer, et notamment de cancer du sein et indépendamment de la prise de poids. Cependant, d'autres études sont nécessaires, et notamment pour déterminer les différences entre les types de sucre ou les sources de sucre et le risque de cancer. Les sucres des fruits, des boissons sucrées ou des produits laitiers ont-ils tous le même effet sur la santé ?
La vidéo est à retrouver évidemment sur le site de l'INRA et l'étude Nutrinet est toujours en cours et vous pouvez obtenir les informations sur cette étude et les résultats qui ont déjà été obtenus sur le site de l'étude Nutrinet. C'est un site français. Une étude avait été réalisée en Belgique aussi pour faire ces liens entre nutrition et santé et les chiffres, à mon avis, doivent être plus ou moins semblables. Mais la recherche en matière de cancer, elle continue évidemment et comme l'ont dit ces chercheuses, pour le moment, on n'a pas vraiment encore bien compris s'il y a des liens ou pas, et s'il y a des liens, comment les établir. Parce que, et la dernière question est intéressante, c'est vrai qu'il y a différents types de sucre. Tout à fait. Et que les effets ne sont pas forcément les mêmes d'un sucre à l'autre. Jusqu'à présent, on a parlé de quoi ? Des sucres, ce qu'on appelle les sucres traditionnels que l'on connaît le mieux ? Alors jusqu'à présent, on a parlé de l'amidon, Oui. qui est une chaîne de glucose qu'on retrouve dans les légumes racines, qu'on retrouve dans les légumineuses, qui sont des sucres, si vous voulez, qui en théorie devraient se décomposer plus lentement que les sucres tels que le saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de table. Il est composé, quant à lui, de glucose, certes, mais également de fructose. Et on n'a pas encore parlé du fructose, Véronique, parce que la notion d'index glycémique ignore totalement le fructose. Ah bon ? Oui, parce que la notion d'index glycémique dénote l'élévation de notre glycémie suite au glucose. Le fructose, lui, ne provoque pas de pic de glycémie et ne provoque pas de pic de glycémie et n'appelle pas l'insuline. Or, le fructose est hyper délétère pour la santé. Vous savez que dans 80% des aliments industriels, on ajoute du sirop de glucose fructose qui est tiré du maïs chauffé à haute température. Et ce fructose, en fait, il va également, tout comme le glucose, provoquer du stress oxydatif, une production de radicaux libres qui va vraiment altérer nos tissus sains. Le glucose va également provoquer de la glycation, le fait qu'il va se lier à nos protéines et provoquer un vieillissement prématuré de nos organes, mais également une inflammation chronique. Le fructose va se transformer en graisse et va venir engraisser notre foie. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la stéatose hépatique non alcoolique, la maladie du foie gras, qu'on retrouve chez certains enfants dès l'âge de 7-8 ans aux États-Unis par exemple. Ce sont ces enfants qui consomment énormément de boissons sucrées, de soda, qui contiennent beaucoup de fructose et qui engraissent le foie. Mais quand je mange une pomme, je mange du fructose. Tout à fait. Mais alors quoi, c'est pas la même chose ? C'est dangereux. C'est quand même pas dangereux de manger des fruits. Absolument pas. Le fruit, c'est vraiment l'aliment santé par excellence avec les légumes. Mais il est vrai que chimiquement parlant, le fructose du fruit ou le fructose du sirop de maïs est le même. Sauf que le fruit contient énormément de fibres et de l'eau. Et évidemment des vitamines, des minéraux, des molécules antioxydantes. Mais ce sont vraiment les fibres contenues dans le fruit qui vont venir ralentir l'assimilation de ce glucose et faire en sorte que le fruit est un aliment santé. Maintenant, certains fruits vont élever la glycémie plus que d'autres. Le fruit ne contient pas que du glucose, que du fructose. Il contient aussi évidemment un peu de glucose. Le fruit, en fait, je conseille toujours de le consommer, surtout si c'est un fruit qui a un index glycémique plus élevé, comme la mangue, le raisin ou la cerise, de le consommer de concert avec des bonnes graisses, comme des noix, des noisettes, des amandes, pour justement apporter plus de satiété et éviter une montée de la glycémie. C'est marrant parce que j'allais dire la mangue, parce qu'on sait que c'est un fruit qui est au goût hyper sucré. Par contre, le raisin n'est pas forcément au goût, ni la cerise d'ailleurs, hyper sucré. Et on aurait tendance à se dire, c'est mieux d'en manger. Mais en fait, c'est pas une question de goût, du coup. Et il faut parfois se méfier un petit peu. Notre goût peut nous tromper. C'est vrai que c'est pas toujours une question de goût. C'est aussi une question de taux de fibres. C'est ça. Peut-être que, certainement que dans le raisin ou la cerise, il y a moins de fibres que dans la mangue. La mangue est un fruit très fibreux. Et donc, ce glucose va être assimilé plus rapidement. Cela dit, le fructose a un goût beaucoup plus sucré que le glucose. Les différents sucres dans la nature ont un goût plus ou moins sucré. Par exemple, le lactose, qui est le sucre du lait, n'a absolument pas un goût sucré. C'est vrai. Et biologiquement parlant, les fibres sont des sucres, Véronique. Les fibres qui sont tellement bonnes pour notre santé, qui vont justement venir ralentir l'assimilation du sucre, qui vont venir faire retomber notre taux de cholestérol, qui vont venir nourrir notre microbiote, qui nettoient notre intestin, etc., qui boostent le transit, sont des sucres. Sauf que ce sont des sucres qui n'ont
aucun effet sur la glycémie et qui vont au contraire la ralentir. C'est peut-être pour ça que ça devient un peu compliqué évidemment pour nous de s'y retrouver quand on entend des messages nous dire que le sucre c'est pas bon, le sucre c'est pas bon. Oui. Bon, déjà vous avez parlé par exemple du sirop de fructose, c'est ça ? Oui. C'est un sucre rajouté et Tout que à l'on fait. retrouve parfois même dans des aliments où on ne s'attend pas à avoir du sucre. Tout à fait. La règle d'or, si vous voulez, c'est de manger les aliments les plus vrais, les plus bruts, les plus naturels, dans leur habit le plus naturel. À partir du moment où on va manger une céréale, un féculent, dans son habit le plus naturel, qu'on va utiliser les bonnes pratiques, rajouter des légumes, manger les féculents à la fin, etc., on sera dans le bon. Maintenant, lorsqu'on va acheter un aliment ultra transformé, un aliment industriel, et que ce soit les céréales industrielles du matin, en passant par la lasagne déjà prête, en passant par la barre chocolatée, etc. Il faut bien être au courant, et même dans les soupes qu'on retrouve en briques, que 80% de ces aliments industriels contiennent du sirop de glucose-fructose et donc vont être délétères pour notre santé. Et donc, la règle d'or, la première, c'est de manger vrai et de transformer les aliments nous-mêmes autant qu'on peut. On avait une question par rapport aux légumes, puisque vous avez parlé de manger, d'abord, cette partie-là. Cru ou cuit ? Alors, peu importe cru ou cuit, puisque les fibres ne sont pas altérées par la cuisson. Les vitamines, oui. Donc, moi, je préfère toujours les légumes crus, parce que la vitamine C est altérée à partir de 40 degrés. Mais peu importe du moment que ce sont des légumes entiers qu'on va mâcher. À partir du moment où on commence avec une soupe, dans la soupe, les fibres sont mixées, si c'est une soupe mixée, bien sûr, et donc elles ne vont plus avoir le même effet de ralentissement de l'assimilation du sucre. Donc, si vous mangez une soupe, prenez une soupe avec des morceaux, des légumes en morceaux à l'intérieur, avec quelques haricots blancs ou quelques lentilles, par exemple. J'imagine que du coup, on peut quand même se permettre de manger à peu près tout, évidemment avec raison, puisque si on revient au gâteau au chocolat qui nous attend dans le frigo, on ne va pas le manger en entier. Tout à fait. On peut manger de tout, mais de manière raisonnable, dans un bon ordre, et en étant conscient que les aliments contiennent effectivement, pour la plupart en tout cas, ce fameux sucre, et qu'il y a bon et moins bon sucre. Tout à fait. Alors, tout à fait. Alors, il y a deux autres pratiques à tenir à l'œil. La première, c'est d'absolument éviter le pic de glycémie au petit déjeuner. Le petit déjeuner... il est important qu'il soit protéiné, qu'il contienne des protéines pour pouvoir booster, la dopamine, neurotransmetteur de la motivation, de l'énergie, de la thyroïde, qui va bien fonctionner grâce aux protéines animales. Et aussi, c'est le geste santé par excellence, parce que si on évite le pic de glycémie le matin, notre courbe de glycémie va être plate, si vous voulez, et ça va nous éviter d'avoir des fringales sucrées, d'avoir envie de revenir au sucre durant le reste de la journée. Ça, c'est très important. Maintenant, pour ce fameux gâteau au chocolat qui nous attend dans le frigo et qu'on a par exemple envie de manger tout seul, ou bien ne serait-ce même si on est invité à un anniversaire, on sait qu'il y aura par exemple que des sucreries, une chose intéressante serait éventuellement de prendre une cuillère de vinaigre de cidre avant. Oui. Le vinaigre de cidre contenant de l'acide acétique qui va faire chuter l'assimilation du glucose de 30%. Alors, je connaissais la cuillère de vinaigre de cidre après un repas fort lourd, par exemple, pour aider un peu à la digestion, mais avant, je ne connaissais pas l'effet. Eh bien voilà, donc le vinaigre de cidre, grâce à ce fameux acide acétique, va diminuer le pic de glucose de 30%. Alors comment ça fonctionne ? Le passage du glucose dans le corps va être ralenti et le glucose va être absorbé plus vite par les muscles et les cellules vont brûler plus de graisse grâce à ce vinaigre de cidre. Alors c'est assez facile, il suffit juste de prendre 1 à 2 cuillères à soupe à mettre dans un verre d'eau et le boire 20 minutes avant chaque repas. On peut diluer ? Oui, on peut le diluer. Comme ça, c'est oui. On peut le prendre 20 minutes avant chaque repas. Et encore une fois, l'expérience a montré que certaines personnes ont vraiment réussi à lisser leur courbe de glycémie et donc à diminuer tous les méfaits du sucre, à savoir prise de poids, fringales toutes les 2 heures, etc., grâce à ce petit truc et astuce. Donc, si vous n'avez pas de problème d'acidité, c'est une bonne façon de faire. On rappelle que pour chaque régime, vous ne réagirez pas de la même façon. Votre métabolisme est peut-être différent de celui de votre voisine. Donc, c'est toujours à prendre avec un certain recul. Mais on va revenir avec vous et vos trucs et astuces juste après les infos.
Retour de l'info à midi, on poursuit notre dossier consacré à la glycémie. Pas de panique, j'espère qu'on panique pas, effectivement quand même. Avec notre invitée Myriam Camou qui est avec nous et dont vous pouvez retrouver les bons conseils, mais aussi plein de recettes justement santé, pleines de saveurs et de gourmandises, entre autres choses, puisque vous y retrouverez aussi des recettes, mais également les ateliers qui sont organisés. greencoachnutrition.com, le tout en un mot, greencoachnutrition.com. Et puisqu'on parle d'atelier, le prochain workshop sera consacré lunchbox et Buddha Bowl, très à la mode, les Buddha Bowls. Tout à fait. Myriam, c'est le dimanche 5 février et le dimanche 12 février. Mars. Ah pardon. Oui. Là, c'est une petite erreur. C'est vous qui Oui, c'est moi, c'est mon erreur. C'est pas bien. Donc dimanche 5 février ou dimanche 12 mars pour l'un de ces ateliers Lunchbox Buddha Bowls. Et puis des workshops petit déjeuner et goûter sain qui auront lieu le dimanche 12 février. Ouais, tout à fait. À 14h. Voilà. On va y revenir parce qu'on a des questions évidemment sur le petit déjeuner. On vient d'en parler. Et juste vous signaler qu'à 11h15, c'est Julien Gilles qui nous rejoindra pour nous parler de sa série préférée du moment. Tendance première. Véronique Tiberghien. Et oui, parce que vous avez parlé petit déjeuner. Du coup, on a eu des réactions par rapport à ça. Et notamment, petite précision, Véronique voudrait savoir quelle protéine au petit déjeuner vous conseillez. Et puis, deuxième question toujours liée au petit déjeuner. Une personne qui a réagi parce que ça lui fait un peu peur de manger de l'avoine. Par exemple, vous avez parlé de l'avoine. Mais certaines formes ne sont pas forcément bonnes, nous dit Laurence. En tout cas, c'est ce qu'elle a entendu. Donc, alors, quelle protéine? Et au niveau de l'avoine, on fait quoi? Alors, au niveau des protéines, idéalement des protéines animales style œufs. Des œufs. Bon, certaines personnes vont avoir plus de facilité à manger des sardines ou du poulet ou du fromage, mais les œufs restent une excellente source de protéines, facile à préparer. Et donc, moi, je dirais des œufs avec une petite salade et à la fin, si on a encore faim, une tranche de pain, pourquoi pas, mais on va choisir un pain foncé, un pain de seigle, un pain riche en graines, dont l'index glycémique et les fibres sont importantes. Donc l'index glycémique est faible et les fibres sont importantes. Maintenant, pour les personnes qui veulent absolument manger un petit déjeuner au goût sucré, il est aussi tout à fait possible d'habiller ces glucides, comme je disais. Et par exemple, on peut tout à fait se faire un petit pancake avec de la farine d'avoine, pourquoi pas. On y ajoute des œufs, on y ajoute de la purée d'amande, on y ajoute des graines de lin, un peu de lait végétal, et voilà. Et on peut le sucrer naturellement avec une banane mûre, par exemple. Voilà, c'est toutes des petites recettes très simples qui nous permettent de continuer à manger un petit déjeuner au goût sucré, mais qui contient des protéines, si on y met des œufs, ou des purées d'oléagineux, purée d'amande, purée de noisettes. On peut ajouter des graines de potiron, des graines de lin, etc. Dans l'idée vraiment d'apporter des fibres, des protéines et des bonnes graisses à son petit déjeuner au goût sucré. Et au niveau de l'avoine, il y a des petits soucis pour certaines personnes, la digestion, ce genre de choses? Écoutez, l'avoine contient énormément de fibres solubles qui vont justement créer ce gel autour de l'intestin grêle qui permet justement d'éviter l'assimilation trop rapide du sucre. Donc l'avoine est une céréale qui ne contient pas de gluten, contrairement au blé, à l'épeautre ou au seigle. Donc oui, pourquoi pas, l'avoine est assez à la mode, on va dire. On peut faire des porridge avec de l'avoine, on peut faire énormément de petites choses. Sur mon site, j'ai une recette de biscuits banane avoine qui est très facile à faire. Voilà, le tout étant de bien habiller cette avoine, avec pourquoi pas une banane écrasée, avec des graines, des noix, des purées d'oléagineux. J'ai vu des petites recettes sur des crêpes. En fait, il faut prendre 2 tasses de flocons d'avoine, puis 2 tasses et demie d'eau. Vous laissez reposer, vous chauffez pas, rien du tout, vous laissez reposer. Puis vous mixez jusqu'à ce que vous ayez une pâte tout à fait lisse. Tout à fait. Et vous en faites des petites crêpes que vous chauffez avec. Absolument. Ça peut être aussi une... Tout à fait. Rajoutez-y un peu de bonne graisse, peut-être un peu d'huile de coco ou de purée de noisettes ou d'amandes. Et là, vous êtes encore plus dans le bon. Bon. Autre question, enfin, ce sont des témoignages aussi. Ça fait des années que j'ai une stéatose et je n'ai jamais consommé de boissons sucrées ni de gâteaux. Il faut dire que certaines personnes sont plus naturellement portées à cette dégénération du foie. Cette culpabilisation n'est pas toujours constructive. C'est ce qu'on a dit, de sucre, on en a parlé.
partout, c'est difficile de contrôler. C'est pas forcément en mangeant justement que des boissons sucrées ou des gâteaux très sucrés que l'on risque ce genre de choses. Et on voit que le risque aujourd'hui, il est partout. Et c'est aussi ce qui est dénoncé dans pas mal d'études sur ce sucre rajouté de manière parfois totalement inutile dans plein de choses que nous consommons. Et puis, Marie qui nous dit, cela fait 6 ans que je ne mange plus de sucre, je suis en forme, j'ai perdu du poids à ma plus grande joie, nous dit-elle. Donc voilà, il y avait moyen de se passer du sucre, en tout cas celui qu'on imagine être présent dans son alimentation. Est-ce qu'il y a moyen quand même de vérifier justement tout ça, je ne sais pas, après une prise de sang par exemple? Tout à fait. Alors le premier test le plus courant, c'est le test de la glycémie à jeun. Donc on arrive le matin sans rien avoir mangé, faire sa prise de sang. Et une glycémie à jeun correcte doit se trouver entre 60 et 100 mg de sucre par décilitre. Voilà, donc ça c'est une première chose. Si on se trouve au-dessus de 100 mg de glucose par décilitre, on est en prédiabète. Et si on se trouve au-dessus de 126 mg de glucose par décilitre lorsqu'on fait sa prise de sang à jeun, on est déjà dans le diabète de type 2. Alors, il y a d'autres indices qui sont intéressants, que tous les labos ne testent pas, mais qu'on peut demander à son médecin. Ce sont les indices OMA et les indices OMA et QI. L'indice OMA nous permet d'évaluer notre niveau de résistance à l'insuline. Et l'indice QI permet d'évaluer le niveau de sensibilité à l'insuline. C'est un peu une chose et son contraire. Et donc, c'est important de savoir si on serait éventuellement résistant à l'insuline, c'est-à-dire que nos cellules ne permettent plus à l'insuline de faire son boulot, ne permettent plus à l'insuline de faire rentrer le sucre, et donc on se retrouve avec une insuline produite de manière toujours plus importante. L'insuline, elle est anabolisante, c'est une hormone anabolisante qui va nous faire stocker, et en plus, on maintient des niveaux de glucose trop importants dans le sang, ce qui a des effets vraiment très délétères sur la santé. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui touche à la glycémie. Et maintenant, voilà, le deuxième test qu'on a l'habitude de faire, c'est le cholestérol. Et il faut savoir que le cholestérol qui est le plus dangereux, le cholestérol LDL, et plus précisément le cholestérol LDL de type B, celui en fait qui vient encrasser, qui vient s'agglomérer sur nos artères, celui-ci est produit à cause d'un taux de glucose, de fructose et d'insuline trop élevé. Donc, le mythe selon lequel les graisses alimentaires, comme le jaune d'œuf par exemple, se transforment en mauvais cholestérol, il est totalement démonté par la science aujourd'hui. On sait que une partie du cholestérol est produite naturellement par notre foie, qu'il y a différents types de cholestérol. Il y a le HDL qui est considéré comme le bon, il y a le LDL qui est considéré comme le mauvais, mais dans le LDL, on a celui de type A et celui de type B. Et c'est bien celui de type B, des petites particules qui adhèrent aux parois des artères, qui est celui qui est le plus mauvais, le plus dangereux et qui est produit par un taux de glucose et ou de fructose et ou d'insuline trop élevé. C'est ça. Voilà, donc d'où l'intérêt aussi pour diminuer son mauvais cholestérol de diminuer ses pics de glucose en fait. On a des réactions aussi par rapport aux boissons. Vous avez parlé des boissons sucrées et j'ai 2 personnes qui ont réagi. Mais le zéro, le fameux zéro entre guillemets, est-ce que ça passe ou pas? Eh bien, en trompant le corps, en buvant une boisson qui contient des édulcorants du style... oui, enfin, on les connaît. Voilà, on les connaît. Eh bien, il va quand même y avoir un pic d'insuline. Voilà. Le corps est trompé, il sent le goût sucré, et donc, du coup, il appelle l'insuline. Et donc, en appelant l'insuline, on appelle le stockage. Et on appelle le stockage, et donc tout ce qu'on va manger en même temps que cette boisson sucrée, qui, est à 0 calories, va avoir tendance à être stocké. On va aussi surtout faire un pic d'hypoglycémie réactionnelle plus rapidement. Et donc, c'est une très mauvaise idée, d'autant plus que tous ces sucres ont d'autres méfaits sur la santé, cancérigènes potentiels, etc. Donc, moi, ce que je propose, c'est plutôt de se déshabituer du goût sucré et de revenir à quelque chose de plus naturel, comme de l'eau pétillante, avec un peu de jus à l'intérieur, vraiment un petit peu, et pourquoi pas une pointe de miel, même si ça reste du glucose et du fructose.
au moins, il n'y a pas ces méfaits des faux sucres. On a une dame qui a réagi aussi en disant lorsque vous diminuez votre consommation de sucre, ne le faites pas forcément seul. N'hésitez pas à vous faire aider par une diététicienne ou une nutritionniste, mais surtout n'arrêtez pas du jour au lendemain. Cela provoque sur le corps des effets délétères qui peuvent parfois être même dangereux dans certaines situations. C'est vrai qu'on l'en lit aussi de plus en plus. D'arrêter le sucre d'un seul coup, ça n'est pas non plus la bonne idée. Alors ici, il n'est pas question de l'arrêter parce que finalement, le glucose, c'est le carburant de nos cellules, on en a besoin. C'est vital. Voilà, c'est vital. Il n'est pas question de l'arrêter, il est question de lisser sa courbe de glycémie. Et pour cela, des bonnes pratiques, comme commencer son repas par des légumes, comme éventuellement, avant de manger, prendre du vinaigre de cidre, comme faire 10 minutes à 20 minutes de marche après le repas, ajouter des bonnes graisses, des protéines et des légumes à ces repas et surtout éviter de manger sucré le matin. Voilà, ça c'est des bonnes pratiques qui vont nous permettre de continuer à manger des petites douceurs. Après, il est vrai que le sucre est addictif parce qu'en fait, il active une zone du cerveau qui va nous faire produire de la dopamine. La dopamine, c'est le plaisir. Dès qu'on fait quelque chose qui nous fait plaisir, la dopamine est activée. Et le sucre active énormément la dopamine. Donc, on peut vraiment dire que le sucre est une drogue et on a envie d'y revenir. Voilà, donc d'où l'importance, comme vous dites, d'y aller mollo. On peut avoir des maux de tête et des crises de manque très fortes si on passe d'une alimentation ultra sucrée à plus rien du tout. Voilà, donc le but, c'est pas de ne plus en manger du tout, c'est d'essayer de lisser la courbe de glycémie en mettant en avant des bonnes pratiques. Merci beaucoup Myriam pour ces précisions et puis cette façon et cette réflexion évidemment sur le sucre, sur les sucres. D'ailleurs, on devrait arrêter de dire le sucre, mais les sucres. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair évidemment dans notre alimentation et on vous retrouve pour vos conseils, vos recettes, pour les rendez-vous aussi, workshops que vous proposez, les ateliers, etc. Sur greencoachnutrition.com. Green Coach Nutrition en un seul mot. Merci beaucoup Véronique. Merci Myriam Camus. Juste après une page de pub, on va retrouver notre tendanceur du jour. C'est Julien Gilles qui nous rejoint.